va introduire notre premier conférencier, donc M. Simon Barnabé de la Vallée de la transition énergétique. Alors, Simon est professeur au département de chimie, biochimie, physique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est co-directeur de l'Institut d'innovation en écomatériaux, écoproduits et éco-énergie et chercheur à l'Institut de recherche sur l'hydrogène de l'UQTR. Il est également titulaire de la chaire de recherche municipale pour les villes durables et co-titulaire de la chaire de recherche industrielle en bioéconomie et bioénergie régionale. Il est un chercheur de terrain qui dédie ses activités de recherche à la relance de la région ressources et à la revitalisation et la mutualisation des infrastructures et des expertises locales par la diversification des produits issus de la biomasse ou des pratiques circulaires novatrices. Son équipe est bien connue pour favoriser la synergie collège, université, entreprise, utiliser les municipalités comme véhicule d'innovation et mettre de l'avant le conseil scientifique dans les petites et moyennes villes. Il est d'ailleurs devenu le tout premier conseiller scientifique en chef d'une ville de taille intermédiaire au Québec et au Canada, Victoriaville. Simon, à toi la parole. Merci beaucoup, Guy. Bonjour à tous, bon matin à tous. Je suis très content d'être ici pour vous parler d'hydrogène. Ça fait quelques années que je baigne dans le secteur parce que je m'implique beaucoup ici à l'UQTR avec l'Institut de recherche sur l'hydrogène. Je travaille beaucoup à aider mes collègues à collaborer avec le milieu. Puis ça m'a amené, entre autres, dans les projets de zone d'innovation qu'on a ici dans nos régions, Bécancour, Trois-Rivières, Shawi. Dans les 3 dernières années, je peux vous dire qu'on en a rencontré des groupes, des gens intéressés par l'hydrogène, non seulement ici au Québec, mais au Canada, puis ailleurs dans le monde. Puis ça donne vraiment le goût de se lancer. On entend des choses des fois sur l'hydrogène, mais c'est pas toujours positif, mais gardez à l'esprit que sur le terrain, ça grouille, comme on dit, ça bouge beaucoup. Puis j'espère pouvoir vous le démontrer avec la présentation que je vais faire aujourd'hui. Puis de toute façon, on a aussi d'autres présentateurs qui vont vraiment vous montrer qu'il y a beaucoup d'excitation autour de la filière hydrogène ici au Québec. Je vais commencer rapidement avec, en fait, je n'avais pas envie vraiment de parler de la stratégie québécoise sur l'hydrogène vert, les bioénergies. Bon, elle existe, elle est là. On est très content qu'il y en ait une. Mais bon, grosso modo, on aimerait ça qu'il y ait plus d'argent par rapport à d'autres feuilles de route qu'on voit ailleurs dans le monde, d'autres stratégies. Mais c'est quand même un bon pas, pour le développement de la filière. On a aussi Hydro-Québec qui s'en est mêlé un peu. Ils ont montré beaucoup d'inquiétudes par rapport à de nombreux projets potentiels de production d'hydrogène vert, de nombreux mégawatts qui seraient en jeu. Ils ont décidé de mettre quelques contraintes, mais bon, il faut garder à l'esprit que un projet bien monté a toujours du sens, fait que, ils ont quand même de l'ouverture. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils encouragent aussi l'éolien et le solaire pour fabriquer l'électricité pour nous aider à faire l'hydrogène. Puis ça, ailleurs dans le monde, la majorité des projets souvent tendent vers la production d'électricité avec des parcs éoliens ou solaires. Donc, c'est quand même assez logique comme approche, comme façon de voir les choses. Là, maintenant, au Québec, ce que je vous présente à l'écran, c'est des projets annoncés ou des endroits où il y a déjà de la production d'hydrogène vert. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres projets. On ne peut pas tout en parler. Mais tout dernièrement, il y a le bureau hydrogène et des bioénergies du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles avait lancé un appel d'intérêt pour les écosystèmes énergétiques régionaux. Puis ça a permis de clarifier plusieurs autres projets en lien avec l'hydrogène au Québec. Donc, il y en a beaucoup. Je vous en montre quelques-uns à l'écran. Il faut surveiller de près ce qui se passe à Bécomo avec son port. Il y a Varennes, bien entendu, avec Enerkem et son projet de méthanol. Vous avez à Gatineau avec Evolugène puis Gazifère. Mais en termes de projets qui existent ou des productions qui existent, il n'y en a pas beaucoup, mais il en existe. Vous avez, bien entendu, la fameuse station de remplissage d'hydrogène d'Arnaud à Québec et qui est en lien avec le projet tout récemment annoncé qui va se réaliser cet été, le train hydrogène d'Alstom. On a une conférencière, Catherine Gosselin, qui va nous en parler tout à l'heure. Puis, il se passe beaucoup de choses autour du projet de zone d'innovation de Bécancour qui s'est
combiné à celui de Trois-Rivières, qui s'est combiné à celui de Shawinigan. Bref, maintenant, on s'appelle la vallée de la transition énergétique. Ce qu'il y a de particulier dans cet endroit-là, dans cette vallée-là, c'est qu'il y a déjà une production de 8 tonnes par jour d'hydrogène vert à l'usine d'Air Liquide. Elle prévoit s'agrandir. Il y a déjà d'autres productions intéressantes. Olin, qui est un producteur, oui, de produits chlorés, mais qui génère beaucoup d'hydrogène comme sous-produit, est un producteur d'hydrogène en réalité. Puis vous avez des utilisateurs comme Arkema d'hydrogène. Donc, vraiment, il y a déjà plusieurs éléments d'une chaîne de valeur d'hydrogène qui sont en place à cet endroit-là. Il y a d'autres annonces. On va entendre parler tout à l'heure que les conférenciers Charbonne Hydrolux. Vous allez voir, il se passe beaucoup de choses. Mais je pense que l'excitation en ce moment se fait surtout au niveau des ports. Beaucoup de ports au Québec montrent de l'intérêt à acquérir des technologies d'hydrogène. Et on entend de plus en plus parler d'une voie maritime de l'hydrogène qui sait. Je vais vous parler juste rapidement de ce qui se passe dans la vallée de la transition énergétique. Comme je disais, il y a un écosystème hydrogène qui est en train de se bâtir, spécialement dans le coin de Bécancour, Trois-Rivières, en raison, entre autres, de la présence d'Air Liquide avec son usine qui produit de l'hydrogène vert et qui compte s'agrandir. Il y a de plus en plus d'utilisateurs. Éventuellement, il devrait y avoir des utilisateurs au niveau des ports. On s'enligne beaucoup vers ça. Puis peut-être même au niveau municipal du côté de Trois-Rivières avec des véhicules municipaux, des autobus, etc. Donc, c'est un endroit vraiment surveillé. Justement, parce que l'hydrogène a quand même une importance dans cette vallée-là, ben, ça fait partie des secteurs prioritaires, priorisés par la vallée de la transition énergétique. Vous les avez ici. Vous en avez trois. Oui, la filière batterie, oui, l'électrification des transports, mais l'hydrogène se positionne dans le secteur lié à la décarbonation industrielle et portuaire. On veut vraiment travailler, on veut vraiment attirer des entreprises, focaliser les efforts en recherche, innovation sur, entre autres, la production, le stockage, la distribution puis l'utilisation d'hydrogène renouvelable. Ça nous a mené, entre autres, vers une vision. C'est quand même doté d'une vision. On aurait voulu qu'elle soit davantage présente dans la stratégie de l'hydrogène du gouvernement. Mais bon, on continue quand même à marteler le message. On veut vraiment, oui, réduire le coût de l'hydrogène vert, mais on veut focaliser, entre autres, sur la partie de la chaîne de valeur très en amont au niveau de la fabrication des électrolyseurs, par exemple, ou autres procédés de production d'hydrogène. On veut vraiment mobiliser l'industrie manufacturière du Québec à se lancer là-dedans, dans la fabrication d'électrolyseurs, puis la combustible, des choses comme ça. Puis aussi, on veut montrer que l'hydrogène n'est pas en compétition du tout avec la filière batterie. En fait, on partage même certains points communs, intérêts communs, spécialement en amont, au niveau de nos chaînes de valeur, en ce qui concerne, entre autres, les minéraux critiques et stratégiques. Fait qu'on a intérêt à travailler de façon concertée tout ensemble. L'écosystème est déjà très bien établi. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à l'hydrogène, ils s'en ajoutent à chaque mois. C'est vraiment intéressant ce qui se passe. Oui, la vallée, ça a une connotation géographique, là, Bécancour, Trois-Rivières, Shawinigan, mais gardez à l'esprit que la portée n'est pas juste régionale, mais elle est aussi nationale. Donc, on veut aider tout le monde là-dedans. Fait que, rapidement, un état de ce qui se passe en termes de R&D. Ben, vous devinerez qu'il y a l'Institut de recherche en hydrogène qui existe depuis 1994 qui travaille là-dessus. Ça fait presque 2 ou 3 ans qu'on a accueilli une sommité mondiale en la production d'hydrogène, le professeur Bruno Poilette avec son laboratoire sur l'hydrogène vert. Ça l'a vraiment donné un élan au développement de la filière côté recherche-développement ici au Québec. Il y a d'autres institutions comme des centres collégiaux de transfert technologique qui travaillent beaucoup sur l'hydrogène. On oublie souvent le Centre de métallurgie du Québec, mais dites-vous qu'ils ont beaucoup de chercheurs, beaucoup de travaux là-dessus. Puis les autres chercheurs souvent se retrouvent dans des réseaux, comme le Réseau québécois sur l'énergie intelligente, puis l'Escouade d'énergie, puis travaillent sur des applications stationnaires, des applications véhiculaires de l'hydrogène, aussi sur l'hydrogène comme non seulement vecteur énergétique, mais aussi comme molécule pour faire des réactions chimiques. On ne parle pas souvent de formation. Là, je tenais à vous présenter une diapositive sur la formation parce que il ne faut pas faire comme le secteur de batterie, puis là, se mettre tout d'un coup à essayer de former plein de gens en batterie alors que la filière s'installe rapidement. L'hydrogène, on n'en a pas encore
plusieurs années à bien l'installer. Donc là, c'est le temps où j'aimais de commencer des programmes de formation. Du côté de l'UQTR, on se lance là-dedans avec des programmes à la maîtrise, entre autres, des programmes courts, mais aussi une chaire d'excellence en enseignement des sciences et technologies de l'hydrogène à surveiller. Donc, il devrait y avoir plusieurs programmes intéressants qui devraient découler de ça et être accessibles à la filière hydrogène et ses entreprises, entre autres. Puis peut-être qu'au niveau de la vallée de transition énergétique, si on réussit, puis on avait l'ambition, entre autres, de faire un genre de centre international de formation des corps de métier du secteur hydrogène. Pourquoi dit corps de métier? Parce que gardez à l'esprit qu'il n'y a pas juste des scientifiques, des professionnels, des ingénieurs à former, mais vous avez aussi des garagistes, des pompiers, etc. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de corps de métier à former en lien avec l'hydrogène. Bon, maintenant, parlons un petit peu des opportunités en ce moment qu'on ressent sur le terrain. Comme je vous dis, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le secteur, que je parle à beaucoup de groupes, beaucoup de gens, puis je vois un peu c'est où qui se passe des choses, puis ça, c'est pas juste moi, là, je partage ces opportunités, ces priorisations-là avec beaucoup d'autres acteurs sur le terrain. Ce que je vous présente là, c'est ce qui se passe spécialement au niveau des ports, en lien avec la décarbonation portuaire. Vraiment, les histoires de succès sur l'intégration des technologies d'hydrogène, que ce soit vert ou d'autres couleurs dans le monde, là, ça commence souvent dans les ports, gardez ça à l'esprit, puis après ça s'étend dans la zone industrielle ou portuaire, puis ça s'étend ensuite dans la ville qui est l'autre du port. Fait que c'est généralement ce qui se produit avec l'hydrogène. Puis c'est pas juste au niveau du transport lourd, là, portuaire, c'est aussi spécialement au niveau des services intraportuaires, les opérations portuaires, les équipements roulants, tout ce qui est difficile à électrifier. Vous avez ici à l'écran plusieurs gros équipements, des chariots cavaliers, des chariots élévateurs, des reach stalkers, des camions de draillage, etc. Vous avez même quelques chiffres là, sur la consommation d'hydrogène par jour. Fait que vous voyez qu'il y a un beau potentiel là. C'est des équipements difficiles à électrifier. L'hydrogène est là pour aider à les verdir. Alors, on oublie souvent tout ce qui est les génératrices, par exemple, au niveau des ports, il y en a beaucoup qui fonctionnent encore au diesel. Juste ici à Trois-Rivières, il y en a 2 grosses qui fonctionnent au diesel, quasiment 24 heures sur 24 pour alimenter les bateaux malades, là, parce que nous, on répare les bateaux, entre autres, au port de Trois-Rivières. Puis ces génératrices-là font du vacarme comme ça se peut pas, mais une génératrice à l'hydrogène vient de régler beaucoup, beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc, ça, c'est des applications vraiment intéressantes. Tout ce qui est au niveau de locomotives, il y a des locotracteurs, des locomotives aussi en milieu portuaire. Fait que ça aussi, ça peut être un bel endroit pour amener de l'hydrogène. Bon, je vais poursuivre sur le transport lourd. Il faut être plus spécifique. On dit souvent que le transport lourd, c'est là qu'il va être l'hydrogène, mais tâchons quand même d'être plus spécifique. On va avoir un beau cas tout à l'heure avec Hydrolux. Puis, dites-vous qu'il faut trouver des circuits, hein, des circuits courts intensifs. J'aime ça donner l'exemple du circuit court. Par exemple, ici à Trois-Rivières, il y a 2 usines de Kruger, une à côté de l'autre. Puis il y a 4 camions de classe 8 qui font l'aller-retour chaque jour, 24 heures sur 24. Ça consomme du diesel comme ça se fait pas. Ça, c'est un circuit court vraiment intéressant à amener dans l'hydrogène. Du côté ferroviaire, ce ne sera peut-être pas au niveau du transport des passagers, mais plutôt du fret. Ça, gardez ça à l'esprit. Mais bon, c'est bien le fun tout ça, mais quand on n'a pas de station de ravitaillement, il ne se passe rien. Fait qu'il faut vraiment qu'on mise sur l'installation de stations de ravitaillement, puis peut-être avoir éventuellement un corridor pilote, un peu comme Hydrolux va nous présenter tout à l'heure. Par contre, on est chanceux ici au Québec. On a vraiment un projet qui aboutit, c'est ça, soit celui du train hydrogène d'Alstom. Il va vraiment arriver très bientôt, puis il va être mis en opération au mois de juin entre Québec et Charlevoix. Donc, vraiment à suivre. Il va y avoir beaucoup de belles cueillettes de données. On va vérifier plusieurs scénarios de ravitaillement. Ça va vraiment être intéressant comme projet. L'industrie lourde est là aussi pour donner un élan à cette filière-là. On parle des industries chimiques, métallurgiques, entre autres. On parle souvent des usages énergétiques.
de l'hydrogène, on le voit ça comme un vecteur énergétique, mais n'oubliez pas, ce n'est pas juste un vecteur énergétique. Ça peut être aussi, c'est aussi une molécule à la base qui peut servir à plusieurs réactions chimiques pour faire produire du diméthyléther, qui peut faire des réactions d'hydrogénation. Ça peut être en fait, on cherche des nouvelles utilisations. On est vraiment à un moment où est-ce que plus on va en trouver, plus que ça va aider la filière hydrogène à se développer au Québec. Il y a déjà des industries qui génèrent du CO2 comme sous-produit, pas du CO2, mais de l'hydrogène comme sous-produit. Ben, dites-vous que ça peut être éventuellement aussi des producteurs d'hydrogène. Fait que c'est vraiment intéressant. Ils peuvent se permettre souvent de générer un peu plus d'hydrogène. Donc, c'est des opportunités à saisir. Il y a aussi, dites-vous que cette industrie-là peut jouer un rôle au niveau de la fabrication de polymères, de matériaux pour les piles à combustible, électrolyseurs et catalyseurs chimiques. Et ça m'amène à vous dire que l'une des opportunités les plus intéressantes est très fort possiblement au niveau de l'industrie manufacturière du Québec, qui est très flexible, hein. On est très agile au Québec. Souvent, en 20 jours, on est capable d'industrialiser une technologie. Bref, ce qui est intéressant dans l'hydrogène, c'est que la demande mondiale est très importante d'ici 2025, puis il n'y a clairement pas assez de fabricants de technologie de l'hydrogène pour fournir la demande. On parle ici de matériaux, de composantes, de pièces pour des électrolyseurs, des piles à combustible, etc. Puis vraiment, si le Québec se lancerait dans l'industrialisation de tout ça, puis en plus de l'utilisation de minéraux matériaux du Québec, je pense qu'on réussirait vraiment à faire à ce que le Québec bénéficie sérieusement d'une filière hydrogène. Vous allez entendre beaucoup plus parler des minéraux critiques et stratégiques, oui, reliés à la filière batterie, mais maintenant, on va en parler aussi dans un contexte de filière hydrogène. Le potentiel est là. On va vraiment définir une stratégie plus sérieuse sur les minéraux critiques et stratégiques. Donc, suivez ça de près. Ça peut représenter vraiment des opportunités très intéressantes pour les régions. Puis, finalement, la biomasse. La biomasse est là il peut en avoir de disponible pour la production d'hydrogène, mais gardez à l'esprit qu'il faut encore travailler sur les chaînes d'approvisionnement. C'est difficile de s'intégrer dans une chaîne d'approvisionnement existante. Il faut souvent en bâtir des nouvelles. Puis, il y a surtout d'autres étapes importantes, bien préparer notre biomasse, sécuriser les intrants, tout ce ce que j'enseigne tout le temps dans mes cours. Mais c'est quelque chose vraiment à songer. Si on veut se diriger dans l'hydrogène et la biomasse, ben, il ne faut pas juste faire de l'hydrogène, il faut obtenir le maximum de coproduits, il faut valoriser le CO2 qui est souvent biogénique. Puis c'est ça. Puis je rajoute juste un petit détail. Oui, on aime ça produire de l'hydrogène à partir de la biomasse, mais dites-vous que l'économie biosourcée peut être une utilisatrice d'hydrogène pour faire des réactions chimiques, transformer des sucres en glycérol, par exemple, avec l'hydrogénation. Mais ou encore, je vous donne un exemple ici, rajouter de l'hydrogène dans les carburants renouvelables pour les raffiner. Fait que je termine là-dessus. Je pense ça va très bien. Pour plusieurs d'entre vous avaient participé en janvier dernier à un atelier hydrogène. On avait organisé ça dans le but vraiment de donner un nouvel élan à la filière. Puis surtout à montrer qu'il y a beaucoup d'entreprises privées là-dedans. Fait on s'est fait un atelier plus, disons, Energex, puis on s'est dit que ça allait attirer davantage de compagnies, puis on a réussi. C'était vraiment intéressant. Puis dites-vous qu'on a fait ça juste ici à l'échelle du Québec. On a un potentiel d'attirer beaucoup de monde à l'échelle internationale. Fait que préparez-vous, ça se pourrait qu'il y ait d'autres ateliers, mais plus d'envergure internationale. Je termine là-dessus. Ici, je pense que vraiment au Québec, l'hydrogène, il faut que nos régions ressources se positionnent. On parle entre autres de la Gaspésie. Mais de garder à l'esprit que c'est toute une question de modèle d'affaires. On ne sait pas trop quoi faire dans le secteur de l'hydrogène. Il faut développer des nouveaux modèles ou adapter des modèles existants. Puis on a intérêt quand même à s'inspirer davantage à l'international. Fait que voilà, Guy, c'est ça que j'avais à dire aujourd'hui. Merci. Merci, Simon, pour cette introduction. Sans plus tarder, parce que le temps file, on va passer à notre second conférencier, donc M. Daniel Charette de Charbonne. Daniel est chef des opérations pour Corporation Charbonne Hydrogène depuis 2019. Il s'occupe du déploiement de la production modulaire d'hydrogène vert et de la division hydro. Il est un vétéran des énergies renouvelables et un entrepreneur autodidacte.
qui a dirigé de nombreuses entreprises d'énergie durable depuis plus de 30 ans, principalement dans l'éolien, le solaire et l'hydro. Il est devenu un dirigeant hautement reconnu dans les marchés des énergies renouvelables et s'est bâti une solide réputation à travers le Canada et à l'étranger. Daniel a siégé à divers conseils d'administration et conseils d'association, y compris le conseil d'administration de l'Association canadienne de l'énergie éolienne pendant 9 ans, l'Association québécoise des producteurs d'énergie renouvelable pendant 2 ans et l'Association latine de l'énergie éolienne pendant 3 ans. Daniel est pleinement engagé dans le développement de projets énergétiques durables, renouvelables et socialement acceptables au profit des générations futures. Sans plus tarder, Daniel, à toi la parole. Bonjour tout le monde. J'ai choisi, quand Guy m'a parlé, j'ai choisi de parler un peu de l'hydrogène vert et de démystifier ça un peu. À la tout le monde en parle. J'ai pris ça comme exemple. Depuis les 25 dernières années, j'ai œuvré dans l'éolien alors qu'il n'existait pas d'éoliennes au Québec et au Canada principalement. Et je pense que la filière de l'hydrogène sur laquelle on travaille depuis 3 ans suit le même parcours que l'énergie éolienne. Les difficultés, en fait, qu'on a rencontrées dans l'éolien s'appliquent aussi beaucoup actuellement dans le domaine de l'hydrogène. Donc, on va faire un survol rapide de la situation, de ce qu'on voit, pas seulement qu'au Québec, parce que Charbonne ne travaille pas seulement qu'au Québec, mais est en train de développer plusieurs projets, tant au Canada qu'aux États-Unis. OK. Je pense qu'une chose que je rappelle toujours aux gens dans toutes les conférences que je donne, c'est le mot transition dans transition énergétique. Il faut se rappeler que la transition énergétique, ce n'est pas 0% à 100%, c'est vraiment tous les nombres qui se trouvent entre le 0 et le 100, et on n'a pas besoin demain matin de changer au niveau des énergies fossiles qu'on utilise. On peut se rendre là graduellement. Je pense que trop souvent, on oublie que l'objectif, c'est 2030, 2040, 2050, mais on a tendance à vouloir sauter des étapes pour se rendre plus loin. Quand on regarde les problématiques qu'on a rencontrées, que Charbonne a rencontrées à travers un peu partout le Canada et l'Amérique du Nord, une des premières sources, parce que pour faire de l'hydrogène vert, ça nous prend de l'énergie. Et quand on se rend compte de l'énergie qui est disponible à travers le Canada et les États-Unis, on se rend rapidement compte que de commencer à parler de peut-être d'hydrogène bas carbone dans certaines provinces ou dans certains États américains vont faire plus de sens que de parler exclusivement d'hydrogène vert. Au Québec, la question ne se pose pas. 99,9% de notre énergie est verte, pas plus qu'elle se pose au Manitoba ou en Colombie-Britannique, ou même Labrador avec Churchill Falls, Muskrat Falls et Terre-Neuve, mais dans les autres provinces, ça pose énormément de problèmes. D'où la difficulté dans plusieurs endroits d'être compétitif avec de l'hydrogène vert et non pas compétitif avec la filière batterie, mais avec le prix de l'hydrogène versus le prix des autres énergies fossiles. Il faut se rappeler que ça prend autour de 60 kWh en tout et partout pour produire 1 kg d'hydrogène et que ce 60 kWh-là représente le prix de base de l'hydrogène. Alors que quand des manufacturiers de camions à fuel cell, à pile à combustible, nous parlent d'un prix à la pompe de 5 $ et qu'on regarde le prix à la pompe chez Arnois ou en Californie, on se rend compte que le 5 $ du kilogramme est peut-être pas réalisable avec de l'énergie renouvelable. Au Québec, on est chanceux, on a des tarifs à 7 sous, 5 sous de kilowatt. En Ontario, le feed-in tariff avec de l'éolien nous amène à un coût à 15 sous du kilowatt. Donc, la compétitivité de l'hydrogène vert et ou de l'hydrogène bas carbone passe par le coût de l'énergie associé à l'électrolyse. Hydro-Québec nous a fait la grâce et le bonheur, il y a quelques semaines, de nous émettre une carte dans laquelle il nous indiquait où on pouvait connecter des nouveaux projets de production. J'ai mis cette carte-là pour rappeler à tout le monde que les endroits où on va choisir de s'installer sont contingentés à cause de l'énergie disponible. Puis on sait qu'au Québec, depuis maintenant 2-3 mois, on parle d'un maximum de 5 mégawatts auquel tout le monde devra se soumettre
tant à Hydro-Québec qu'au gouvernement du Québec pour faire l'approbation des projets. Chez Charbonne, depuis le jour 1, on a toujours dit qu'on commencerait petit et qu'on augmenterait la capacité selon le marché. Donc, pour nous, le 5 MW ne représente pas un problème, ni à Sorel-Tracy, alors qu'on est en train d'installer un 0,5 MW et qu'on est déjà approuvé au ministère de l'Environnement pour aller jusqu'à 5 MW, mais toujours pas avec Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec, on a une approbation de 1,2 MW. Aujourd'hui, dans 18 mois, on va pouvoir avoir une demande pour grandir le projet. Oui, allô? Oui. Oh, il y a quelqu'un sur la ligne, encore une fois, qui nous fait plaisir. J'ai mis cette carte-là pour rappeler aux gens que le plus gros problème que l'on rencontre actuellement au Québec n'est pas seulement que la production, mais est aussi la transmission et la distribution de l'énergie. On a beaucoup de difficultés à avoir accès à de l'énergie renouvelable qui serait produite interprovinciale ou inter-État, tant Est-Ouest que Nord-Sud. Chez Charbonne, on a développé, je dirais, depuis le jour 1, un concept dans lequel on disait on va délocaliser notre production dans plusieurs usines plutôt qu'une méga-usine et profiter de façon opportuniste de la disponibilité de l'énergie renouvelable dans chacun de ces endroits-là. Donc, on arrive avec un modèle d'affaires dans lequel on installe une petite usine dans un marché, comme le Québec, par exemple, où aujourd'hui, il se produit 40 tonnes d'hydrogène par jour, en majorité gris. Le seul hydrogène vert produit aujourd'hui, livré vert et arnois à Québec, alors qu'à Bécancour, on mélange le 20 MW de vert avec le gris qui est déjà. Donc, Charbonne sera la deuxième unité de production 100% verte au Québec. On a décidé de grandir et de prendre une partie du marché industriel actuel. Moi, j'ai installé mon premier système VRAC chez un client qui faisait du traitement thermique sur des pièces d'aviation à Ville-Saint-Laurent en 1985. Donc, il y a déjà des gens qui utilisent de l'hydrogène au Québec et qui ont besoin de décarboner parce que c'est une demande des gouvernements de décarboner sur des contrats gouvernementaux, que ce soit en aviation, l'armée américaine, l'armée canadienne ou la marine. Comme je le disais, notre approche était décentralisée et chez Charbonne, on avait décidé de focusser sur l'hydroélectricité, d'où dans la présentation de Guy, de faire l'acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis qu'on a déjà acquis tant au Vermont qu'au Wisconsin et on est en train d'en acquérir 3 autres au Michigan. Maintenant, pour ce qui est de la distribution, et c'est là où Charbonne se distingue des autres entreprises qui ont voulu faire ou qui ont annoncé des méga-projets, ça coûte extrêmement cher, au-delà de 300 km, de distribuer de l'hydrogène, qu'elle soit sous forme gazeuse ou sous forme liquide. La distance maximale de transport d'un gaz comme ça, pour que ça soit économiquement viable, demeure dans le 250 à 300 km. Au-delà de ça, le contenu devient aussi cher que le déplacement. Donc, c'est très important pour nous, comme on a la considération de l'énergie disponible, qui est un facteur de dimension de l'usine pour ne pas faire peur aux utilités publiques. Quand on arrive avec un projet de 200-300 MW, tout le monde est nerveux. On arrive avec un projet de 2,5, 5 MW. Le deuxième avantage que ça procure, c'est d'être à proximité des marchés. Donc, je le parlais tantôt, le marché cible de Charbonne est le côté industriel et le deuxième marché cible est le transport sous toutes ses formes. Simon le disait tantôt, le transport lourd, le transport médium. Encore une fois, on n'est pas en compétition avec l'électrification. On est complémentaire avec eux parce que c'est pas tous les... Si je prends actuellement tout ce qui est le service de transport en commun, ce qu'on entend dans le marché canadien et que les gens ne soulèvent pas suffisamment, c'est que
des garages, de refaire les garages d'autobus pour recharger les autobus. Actuellement, c'est compliqué. On me racontait en Colombie-Britannique que sur les 7 garages de la ville de Vancouver, aucun ne peut être alimenté en électricité actuellement. Pour faire la recharge des autobus électriques, il n'y a pas de capacité. Ce qu'on disait aussi dans le coin de Mississauga, 30% de plus d'autobus pour combler une flotte 100% électrique plutôt que diesel. Les autobus électriques, quelquefois, ont passé d'autonomie. Ça va être la même chose dans le transport des marchandises. Ce n'est pas seulement que des courtes distances, mais ça va être aussi de la médium et de la longue distance. C'est ce qu'on entend, nous, dans le marché. Il n'y a pas de différence entre un véhicule électrique et un véhicule à l'hydrogène, outre le temps de remplissage de l'hydrogène ou la recharge de la batterie et peut-être de l'efficacité énergétique en hiver. C'est le même véhicule. Quand on parle d'un nouveau, ce qui est sorti ce matin, en termes, c'est sûr que le CNG, le RNG ou le propane ou les nouveaux camions qui vont rouler à combustion interne à l'hydrogène, actuellement, ont plus d'efficacité et plus de facteurs de capacité dans la longueur de l'autonomie et dans le chargement qu'ils peuvent amener plutôt que d'avoir trop de batterie en termes de poids. J'ai mis cette carte-là parce que quand je suis arrivé en Gaspésie à Matane en 1999, il n'y en avait pas tant de parcs éoliens que ça. Et maintenant, comme on l'a vu sur la carte précédente, il y a des problèmes à partir de Rivière-du-Loup à sortir l'énergie éolienne de la Gaspésie. Le premier endroit en 2019, quand j'ai demandé à Hydro-Québec où je devais installer ma première usine d'hydrogène vert, puis Jérôme Landry, j'ai vu qu'il était sur l'appel, va s'en souvenir, c'était à Matane puis à Capcha, en me disant qu'il y avait trop d'énergie disponible là-bas. Mon problème est devenu économique et non pas technique parce que je n'avais pas de clients en Gaspésie dans mon rayon de 200-300 km que je recherchais. Donc, actuellement, la Gaspésie représente un endroit idéal pour la production d'hydrogène vert, mais représente un problème au niveau de l'économie du transport pour exporter hors de la région, à moins que je pourrais trouver des gens ou des entreprises qui pourraient devenir un noyau, un ancre. Il y a plusieurs mois, on avait parlé avec des gens de la Gaspésie pour commencer à transformer la flottille de bateaux de pêche à l'hydrogène avec des systèmes auxiliaires. Comme je le disais tantôt, la transition énergétique, ce n'est pas diesel aujourd'hui, demain matin ou la semaine prochaine à l'hydrogène, mais on peut utiliser des technologies de dual fuel qui nous permettent d'injecter de l'hydrogène dans le diesel et de réduire de 40% les gaz à effet de serre. Donc, est-ce que la transition peut débuter aujourd'hui? La réponse, c'est oui. Il y a des technologies qui existent. Il faut les mettre en place. Charbonne travaille actuellement sur une douzaine de projets. Il y en a 4 qui sont déjà annoncés. Sur les 4, il y en a un qui est en construction, soit celui de Sorel-Tracy, celui de Bécomo. On a signé une entente avec le port de Bécomo et la ville de Bécomo pour construire un électrolyseur de 2,5 MW pour subvenir aux besoins de la Côte-Nord. On a un projet qui va être sous permis dans quelques semaines à la ville de Selkirk au Manitoba. Et on a un autre projet avec la papetière Port Hawkesbury Paper au Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Charbonne je dirais qu'actuellement, on a une 50aine de projets sous la mire dans les différentes provinces. Il y a des discussions qui sont très avancées, mais ne sont pas encore annoncés. Les projets qu'on démontre ici, c'est les projets qui sont budgétés et qui vont être, selon les priorités de l'entreprise, qui vont pouvoir bouger d'une place à l'autre. Donc, à court terme, d'ici 2027, une douzaine de projets au Canada et aux États-Unis dans des endroits stratégiques. On a un pipeline ou un pool de projets d'environ 390 MW
et c'est la poursuite de l'entreprise. Quand on parle de modularité, de scalabilité, c'est le type de projet qu'on regarde. Tous des petits projets au départ de 2,5, 5 et 10 mégawatts, rien de démesuré qui pourrait prendre des années à financer. On présente ici le projet de Sorel-Tracy, qui est le long de l'autoroute 30, qui est l'autoroute de l'acier. On a des voisins qui s'appellent ArcelorMittal et Rio Tinto. On est aussi juste au nord de l'usine, il y a le train, et quelques centaines de mètres plus loin, on a accès au port de Sorel. Au Manitoba, on est installé à l'endroit de l'ancienne usine des eaux usées de la ville de Selkirk, qui est à 45 minutes au nord de Winnipeg. Et on va utiliser ce qu'on appelle le rewater, donc l'eau usée qui a été traitée avant d'être retournée dans la rivière Rouge sera utilisée pour produire l'électrolyse. Charbone est probablement la seule entreprise qui serait indépendante, outre les grands producteurs d'énergie, qui a un off-taker pour son hydrogène. Charbone n'a qu'un seul client et c'est Supérieur Propane, le numéro 1 de la distribution du propane au Canada, avec 880 000 comptes et plus de 180 centres de distribution. Charbone a aussi plusieurs partenaires, dont partenaire américain Accelera Cummins. On a eu l'honneur, Dave et moi, d'être invités au lancement de la marque Accelera à Washington il y a 3 semaines. On est aussi en partenariat avec la firme française Hélogène, qui fait partie du groupe GTT, avec qui on a signé une entente pour fournir plus de 100 mégawatts d'électrolyseurs sur les 3 prochaines années. Et Charbone avait décidé dès le jour 1 de participer à la création d'un écosystème. Donc, le contrat avec Hélogène prévoit aussi une option pour la fabrication des électrolyseurs au Canada. On a aussi signé une entente avec Resato, qui est un manufacturier néerlandais de stations de ravitaillement et pour lequel on a aussi, Charbone a signé une exclusivité pour le marché canadien et aussi une option pour assembler et fabriquer les refueling stations au Canada. Donc, en développant le réseau, on a formé une équipe ici qui a plus de 50 années d'expérience combinée en termes d'énergie renouvelable, plus de 3 à 5 ans dans le domaine de l'hydrogène, dont notre CFO, Benoît Veilleux, qui s'est joint à l'équipe il y a quelques mois, au mois d'août l'année passée. Benoît a passé plus de 8 ans chez Air Liquide à titre de contrôleur financier à Montréal. Donc, la voie est claire pour le succès pour Charbone, c'est de développer, construire, d'opérer un réseau nord-américain d'unités de production modulaire et expansible, d'utiliser l'hydroélectricité comme baseload. Notre but, c'est vraiment de produire de l'hydrogène 24/7 et non pas de la produire quand il y a de l'éolien ou du solaire de disponible. Pénétrer le marché industriel puis de devenir un joueur incontournable, puis de déployer surtout des technologies qui sont éprouvées et fiables. Et voilà, c'est Charbone avec une photo de ce que sera Sorel-Tracy d'ici les 24 à 30 prochains mois. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Merci pour cette présentation-là. Super intéressant pour voir comment on l'a produit, cet hydrogène. On va passer maintenant à notre prochain conférencier, donc M. Patrick Savoie de Ballard Power Systems. Patrick a plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le développement des affaires, la gestion de comptes, la gestion de projets et la formation professionnelle. Il occupe actuellement le poste de directeur de compte pour les Amériques chez Ballard Power Systems, un fabricant de piles à combustible basé à Vancouver. Dans le passé, Patrick a œuvré comme directeur du développement des affaires chez ABB dans le domaine des sous-stations électriques, de traction ferroviaire et les systèmes de stockage d'énergie. Il également agit à titre de directeur des ventes nationales du Canada dans l'industrie solaire et éolienne. Patrick est pleinement engagé dans l'efficacité énergétique et passionné par la décarbonation de notre société. Patrick détient un diplôme en physique appliquée de l'Université du Québec à Montréal. Alors, Patrick, c'est à toi.
Parfait. Alors, merci tout le monde. Plaisir de participer à ce panel virtuel. Alors, je vais répéter beaucoup de choses que M. Barnabé et Charette viennent de présenter, mais peut-être essayer de démystifier un petit peu plus ce qui est une pile à hydrogène. On va, je pense, répéter un peu. L'idée, c'est que l'hydrogène et évidemment la pile à hydrogène peuvent décarboner à peu près tous les secteurs d'activité industrielle commerciale. Alors, chez Ballard, on va dire souligner, définir les marchés principaux où on croit que les premières adoptions vont se faire. On les voit encerclés ici dans le petit dessin que vous voyez à l'écran, mais bon, je vais avoir plusieurs références et photos dans les prochaines diapos. Donc, essentiellement, on parle du secteur marin, évidemment. Ça, c'est vraiment un secteur en pleine effervescence de vouloir se décarboner. Ensuite, si on regarde un peu à la droite de l'écran, du côté stationnaire, donc ici, on peut parler de production qui n'est pas mobile. Alors, on va vouloir parler d'alimentation d'urgence. On peut penser des grandes, les data centers ou des centres de données. On peut parler aussi de l'interconnexion dans des micro-réseaux, essentiellement où on a principale source de production étant des génératrices diesel. Je pense qu'on en a parlé tantôt au port de Trois-Rivières, je crois, où il y a des génératrices qui roulent quasiment 24 heures sur 24 pour alimenter les usines de réparation. Donc, ce serait vraiment des endroits où on pourrait utiliser l'électricité produite par les piles à hydrogène. Bon, il y a plein d'autres applications. Après ça, autobus, donc dans le haut de l'écran, qui est le marché le plus, on va dire, mature aujourd'hui, avec plusieurs autobus qui roulent avec les piles à hydrogène. Ensuite, train, on a parlé de ça aussi. On a parlé évidemment de camionnage et le transport de longue distance. Alors, je pense que le message est le même que M. Charette vient de mentionner. On n'est pas là pour dire que l'électrification des transports, c'est une mauvaise chose, mais c'est vraiment un complément à cet effort de décarboner notre société. Véhicules personnels, courte distance, petit trajet, peu de charge. Oui, batterie, parfait, c'est super. Il n'y a absolument rien contre l'idée d'utiliser des batteries. Mais lorsqu'on parle vraiment pour remplacer les camions de classe 8, transport lourd, longue distance, je pense que les batteries n'ont pas leur place pour ça. Bon, alors, on a parlé tout à l'heure de 27 pays qui ont adopté des stratégies hydrogènes. Il y en a qui sont en cours d'adopter. Donc, on voit ici sur ma diapo, et je suis désolé, je n'ai pas tout à fait complètement traduit les présentations, mais si vous voulez, je vais vous le donner en français. Donc, plus de 50 pays qui sont en cours ou ont adopté des politiques ou des stratégies d'hydrogène. Ensuite, 520 projets annoncés pour la production d'hydrogène verte. Et évidemment, Charbonne en fait partie avec toutes les belles annonces et les diapos qu'on a vues tout à l'heure. Et ensuite, il y a aussi le Hydrogen Council qui a maintenant plus de 150 membres qui en font partie. Alors, on voit qu'à l'échelle planétaire, l'hydrogène commence vraiment à s'envoler. L'objectif chez Ballard, c'est essentiellement d'accélérer l'adoption de piles à hydrogène. Alors, il faut aider, éduquer, promouvoir, générer des plus-values. Parce que c'est beau, c'est bien sur papier, mais évidemment, tout ça a un coût.
Alors, il faut toujours évidemment évaluer sur l'ensemble de le coût, le total cost of ownership, désolé, j'ai le mot en anglais. Donc, le coût de la durée de vie du véhicule ou du projet pour amortiser évidemment l'investissement initial pour faire soit un rétrofit de piles à hydrogène ou ensuite investir dans ce qui est l'infrastructure pour avoir accès à l'hydrogène. Alors, nous avons une expertise sans aucun doute, entreprise basée ici au Canada, à Vancouver, depuis maintenant plus de 40 ans. Peu ou très peu de compagnies dans le monde peuvent dire qu'ils ont autant d'expérience dans la fabrication et la recherche et développement des piles à hydrogène. Deuxième volet de l'entreprise, évidemment, c'est le support à la clientèle, mais au-delà de qu'est-ce qu'on entend par support à la clientèle, on est vraiment là pour supporter toutes les parties prenantes. Puis l'exemple parfait, je pense que je vais vous donner l'exemple. L'été passé, un de nos utilisateurs d'autobus, qui est OC Transit en Californie, a grosse journée de chaleur depuis plusieurs jours et puis plusieurs autobus ont commencé à faire défaut. Les premiers sur le site, c'était les gens de Ballard pour essayer de voir si le problème était la pile à hydrogène. Bon, à notre bonheur, ce n'était pas la pile qui était le problème, c'était un problème de condensation dans le parc d'accumulateurs ou de batteries qui était à bord. Mais c'est tout ça pour dire que l'exemple démontre qu'on veut que le client ait une expérience positive avec la pile à hydrogène. Et même si les problèmes ne sont pas nécessairement liés à notre technologie, on veut s'assurer d'être là pour supporter nos clients. Puis, on a aussi, après ça, tout un groupe, vraiment grande famille chez Ballard qui sont là pour le remplacement, les rétrofits, les réparations. Et c'est quelque chose qui d'autres compagnies n'ont pas parce qu'ils sont encore dans la phase de démarrage de production de piles à hydrogène. Et puis en dernier, ben, nous avons aussi un groupe qui travaille sur des solutions complètes. On peut penser justement aux projets stationnaires. D'ailleurs, on travaille sur la mise en service d'un projet de 1,5 MW. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est assez gros comme pile à hydrogène. Et puis, ça prend énormément de composants, d'équipements, etc., pour faire fonctionner le tout. Donc, il y a la pile à hydrogène, mais après ça, il y a tout l'appareillage électrique pour faire une interconnexion avec le réseau de distribution. Alors, essentiellement, ce sont nos piliers et je pense que la compagnie se positionne très bien sur plusieurs secteurs d'activité. Alors, je pense que ici, c'est vraiment la diapo à se souvenir si vous avez à vous en souvenir d'une et en tout cas, bref, 43 ans, 44 ans cette année, 1100, 1200 employés aujourd'hui. Fondamentalement, Ballard, c'était une compagnie de recherche et développement avec énormément de brevets, 1400 brevets qui sont attribués à Ballard. Nous sommes une compagnie publique depuis 27 et 29 ans sur le TSX, donc à New York et Toronto. On vise une carboneutralité d'ici 2030. Donc, essentiellement, l'objectif ici, c'est de regarder vraiment de l'ensemble de toutes les activités de production qui sont alimentées avec de l'énergie. Heureusement, bon, Vancouver, c'est un peu comme le Québec. Et puis, ils ont beaucoup d'hydroélectricité. Donc, déjà, notre empreinte carbone est très basse. Mais on regarde aussi tous nos autres sites de production dans le monde pour soit acheter des crédits carbone et puis d'améliorer tous nos processus afin d'arriver à une carboneutralité. Alors, on vient d'annoncer sur les réseaux sociaux la semaine dernière que nous avons atteint plus de 150 millions de kilomètres qui ont été parcourus avec des véhicules avec nos piles à hydrogène. Donc, définitivement quelque chose dont nous sommes très fiers. Parmi ces 150 000 millions de kilomètres, il y a évidemment
1400 autobus, 2200 camions, 7 trains, 8 bateaux et puis plus de 8 mégawatts de projets stationnaires qui opèrent avec les piles à hydrogène de Ballard. Alors, vous allez probablement poser une question, où sont ces véhicules? On aimerait bien les voir. Malheureusement, ils ne sont pas ici au Québec, d'ailleurs, même pas au Canada, ou principalement pas au Canada. Une centaine d'autobus en Californie avec quelques autres petites villes qui opèrent des projets pilotes, mais la grande majorité de ces autobus sont en Europe et aussi un peu en Chine. Donc, il y a eu des gros investissements en Chine au début des années 2010 et puis Ballard s'est bien positionné là. Et surtout aussi pour les camions de petites courtes distances de livraison, principalement avec notre partenaire chinois qui s'appelle Weichai Power, qui alimente le marché local avec la production locale en Chine. Les trains, on a annoncé un grand partenariat avec Siemens, donc faire compétition au projet de train d'Alstom. Donc Siemens aussi, ils ont annoncé leur partenariat avec Ballard. 5 ans de travail sur le développement du produit. Alors, vraiment, encore une fois, c'est une démonstration que Ballard est là pour travailler de longue haleine avec nos partenaires. En tout cas, bref, on va continuer sur nos partenaires. New Flyer, compagnie canadienne basée à Winnipeg, va lancer dans le prochain mois leur nouveau Excelsior qui utilise la pile de 100 kW de Ballard. Auparavant, ils utilisaient la 85 kW. Donc, encore une fois, une énorme fierté de travailler avec une compagnie canadienne sur le marché nord-américain. Après ça, on a évidemment d'autres partenaires en Europe. Ici, on voit l'autobus Solaris, on a EDL, etc. Beaucoup d'autres fabricants d'autobus pour le marché européen. Ensuite, partenaire sur camions de classe 8, entreprise assez récente qui s'appelle Quantron, basée en Allemagne, vient d'annoncer aussi l'utilisation des piles à hydrogène de Ballard avec une commande de 140 camions. Ils sont implantés en Amérique du Nord aussi et sont en train d'agrandir leur chaîne de production pour avoir une production locale ici en Amérique du Nord. Gros projet, grosse puissance. Anglo-American, qui est un camion de mine, utilise la pile à combustible ou la pile à hydrogène de Ballard. Donc, c'est 2 fois 120 qui fait un total de 240 kW. Alors, tout simplement pour dire que nous avons les produits, les puissances, ça ne nous fait pas peur. Et puis, l'intégration est faite par First Mode. Encore une fois, entreprise canadienne ici, premier qui a adopté les piles à hydrogène au monde, première locomotive au monde, on devrait en être fiers. Alors, le projet, c'est à Calgary, et puis la pile à hydrogène a été mise en service, est opérationnelle sur le circuit test, n'est pas encore déployée commercialement pour tirer du fret. Mais encore une fois, on a parlé de ça tantôt, c'est Simon Barnabé qui a parlé que probablement que ça va être plutôt le transport de fret qui pourrait être alimenté à l'hydrogène et voici la preuve concrète. 1,2 MW de puissance comme moteur. Et Siemens, j'en ai parlé, donc je vais accélérer le pas. Norled, peut-être pour la région de Gaspésie, je devrais prendre un petit peu de temps pour parler du secteur maritime. Alors, le secteur maritime, c'est évidemment un endroit où on voit aussi beaucoup d'effervescence et de demande, surtout présentement dans les pays scandinaves où ils ont des objectifs de se décarboner d'ici 2026. Évidemment, il faut que ce soit il faut juste penser qu'on va avoir un endroit de ravitaillement et on revient au poste de ravitaillement. Contrairement, évidemment,
l'essence ou le diesel qui est disponible partout, il faut quand même être stratégique avec quel genre de bateau qu'on va alimenter à la pile à hydrogène. Mais on rencontre toutes les normes maritimes. D'ailleurs, on a un produit qui s'appelle le FC Wave et donc a été formulé et conçu notamment pour le domaine marin. Et en dernier, le stationnaire, donc on parle ici d'un projet avec Hydrogène de France qui est dans un microgrid, donc on parle de solaire éolien et pile à hydrogène pour la Guyane française, 1,5 MW. Alors, essentiellement, nos marchés, je pense que là, c'est clair. Autobus, marché très, très, très mature. Camion, ça s'en vient. Les trains en troisième. Train-bateau, c'est à peu près au même niveau d'adoption. Stationnaire, énormément d'effervescence, surtout présentement aux États-Unis en raison du IRA, le Inflation Reduction Act, où il y a beaucoup d'incitatifs pour la production d'hydrogène vert. Et donc, par le fait même, s'il y a de l'hydrogène vert, normalement, une pile à hydrogène pour la production d'électricité devrait être pas loin. Un petit peu technique, rapidement, pour les gens non techniques, je pense que c'est important, on parle de pile. Donc, la traduction fuel cell de l'anglais, en français, je trouve que ça donne un petit peu une notation un peu erronée parce que c'est pas vraiment une pile électrochimique comme on la comprend, comme nos piles qu'on a dans les voitures. C'est essentiellement, comme vous voyez ici, d'un côté d'une membrane, on fait circuler l'hydrogène. Et puis, la membrane, elle, on peut penser à comme un matériel comme du Gore-Tex, comme votre manteau de ski, qui laisse seulement passer les ions positifs. Et donc, les électrons libres circulent autour pour aller se recombiner avec de l'oxygène de l'autre bord pour avoir un résultat qui est de l'eau. Alors, j'ai une petite anecdote sur ça. On avait la ville d'Edmonton, un monsieur, ça se trouve sur CBC, YouTube, qui a littéralement pris un verre en dessous du tuyau d'échappement et il a bu l'eau. Alors, c'est vraiment de l'eau pure à l'état sans électrolyte ou sans rien. Et voilà, c'est ça qui est le résultat de notre réaction. Pour terminer, Ballard est verticalement intégré. On fabrique les membranes, les plaques bipolaires, les stacks, l'ensemble de tous les composants qu'on vient attacher pour fabriquer un module. Et on fait aussi le support à l'ingénierie. Alors, on a, oui, d'autres partenaires qui fabriquent certaines pièces, mais essentiellement, l'ensemble de la chaîne de la valeur est contrôlé par Ballard. Et nous sommes maintenant en phase de commercialisation à grande échelle, passant de vraiment recherche et développement à commercialisation. Et on a des usines de production aux États-Unis, au Danemark, Vancouver, évidemment, et en Chine. Alors, pour terminer, ça ressemble à quoi une pile à hydrogène? Rapidement, de haut en bas, on parle de piles pour camions, tracteurs, véhicules hors route et autobus avec les FC Move de 45 à 120 kW. Ensuite, le rail, plus de puissance. Le FC Wave pour le marché maritime. Vous voyez que c'est quand même un outil qui se porte debout à 200 kW et qui peut être étendu jusqu'à 1,2 MW. Ensuite, du côté stationnaire, on a essentiellement le même produit. Et pour les grandes puissances, on parle de 1,5 MW dans un conteneur de 40 pieds. Alors, l'avantage de faire affaire avec Ballard dans ce sens, c'est que nous avons une panoplie de produits qui couvrent la plupart des marchés adopteurs de piles à hydrogène en utilisant principalement la même science, la même technologie qui est le même stack qu'on appelle le LCS. Et donc, c'est pour ça que vous voyez le petit FCGen LCS à gauche de votre écran. Et je vous termine avec ça. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions et merci Guy pour l'opportunité de vous parler un petit peu de Ballard et des applications pour les piles à hydrogène. Alors, merci beaucoup, Patrick, pour la présentation. On en a appris davantage à ce
ce sujet-là au niveau entre guillemets, des piles ou des batteries. Le temps file, ce qu'on fera, on va allonger un petit peu la période de questions à la fin parce que nos conférenciers sont vraiment motivés et on a beaucoup de stock. Sans plus tarder, on va passer à notre prochaine conférencière, Mme Catherine Gosselin d'Arnois Énergie. Alors, Catherine est chargée de projet senior chez Arnois Énergie depuis 2021. Catherine détient un doctorat en sciences de l'énergie et des matériaux en stockage d'hydrogène et un MBA en gestion de projet. Avant de se joindre à l'équipe d'Arnois Énergie, elle a travaillé dans le domaine des transports collectifs durables et intelligents, où elle avait la responsabilité de créer des opportunités de projets innovants. Son expérience de travail dans les domaines technologiques de solutions innovantes propulsées à l'hydrogène lui permet d'avoir une approche multidisciplinaire quant aux défis à relever dans le domaine de l'innovation technologique. Sans plus tarder, Catherine, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Donc, je vais partager mon écran. Une seconde. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Non, vous ne la voyez pas? Ça devrait arriver bientôt. Ah. Là, vous la voyez? Oui. C'est Guido. Donc, comme je vous disais, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter l'hydrogène et Arnois Énergie. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui n'ont pas vu sur le bord de la route nos stations-service, Arnois Énergie est un distributeur de pétrole, d'essence, de diesel, de mazout, de propane, d'électricité, parce qu'on a de l'électricité à certaines de nos stations, et d'hydrogène tout récemment. L'entreprise, c'est une entreprise familiale qui est en opération depuis 1958. Donc, cette année, on fête nos 65 ans d'histoire. Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler de la station de Québec et c'est souvent un peu nébuleux. On dit « oui, ça marche, les stations hydrogène », puis l'objectif, c'est pas de vous dire que ça ne fonctionne pas. On est très fiers de notre station, on sait que ça fonctionne, mais c'est vraiment de mettre des chiffres sur quelque chose qui, pour nous, a été un gros défi. Arnois, c'est 440 stations-service à travers le Québec. Quand que le gouvernement du Québec a acheté 50 Mirailles, ben, il fallait les remplir en hydrogène et il y a eu un appel d'offres pour fournir le service. Arnois a levé la main, a eu l'appel d'offres. C'est un projet qu'on a fait en collaboration avec Toyota, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Il faut comprendre que si on n'avait pas eu ce soutien-là, ça aurait été difficile pour nous de se lancer dans l'aventure pour deux bonnes raisons. La première, vous voyez, là, c'est 4,7 millions d'investissements, donc elle était monétaire, cette raison-là. Et la deuxième, c'est au niveau des compétences à l'interne quand on a lancé la station en 2019. Donc, on était très fiers d'avoir de la subvention. Puis là, si vous voyez les images à l'écran, vous voyez donc l'image d'en haut, c'est ce que vous voyez quand vous passez dans la rue. Donc, vous voyez un hydrogène décrit très subtil en arrière de notre dépanneur, parce qu'on s'entend, c'est une station-service avec un dépanneur. Et quand on se promène à l'intérieur des pompes, l'image d'en bas, vous voyez qu'on a la pompe à l'hydrogène qui est entre deux pompes à essence. Donc, c'est vraiment, pour nous, on a fabriqué une station d'essence et on a incorporé l'hydrogène à tout ça. Donc, comme je vous dis, c'est la première station de distribution d'hydrogène ouverte au public. Elle est en opération depuis 2019. On a parlé beaucoup, puis je suis contente d'avoir entendu ça de mes collègues. C'est clair que pour nous, c'était une nouvelle aventure et le requis, c'était de produire de l'hydrogène et de le distribuer sur place. Et franchement, avec vous, je crois que c'est une bonne idée de faire ça comme ça parce que le transporter l'hydrogène, c'est un peu complexe et compliqué. Donc, ce que vous voyez sur l'écran à droite, donc on voit en haut, je ne sais pas si vous voyez ma souris, non? Hein? Voyez-vous ma souris? Oui? OK, super. Donc, en haut, vous voyez, c'est l'électrolyseur qui est ici, donc qui est à l'arrière de la bâtisse ici. Donc, vous voyez, ici, c'est l'électrolyseur qui est toute conteneurisée. Donc, c'est une usine à ciel ouvert, mais conteneurisée. Et on a 2 conteneurs pour les compresseurs et on a le stockage d'hydrogène
qui est en tube sur le côté ici. On a notre dépanneur proxy. Vous pouvez y aller si ça vous intéresse. On a du prêt-à-manger, on a une petite SAQ, on a aussi un guichet automatique. Maintenant, on est dans la promotion de Pâques, fait qu'on vend du chocolat, le Giacomo, super bon chocolat. Donc, on a ça ici dans notre dépanneur. Et après, on a les pompes à essence, à diesel, à hydrogène, comme je vous ai montré. La pompe à hydrogène, vous la voyez ici, là, elle est intégrée à nos différentes pompes. Et nous avons la borne de recharge électrique. Donc, on a parlé monétaire. C'est quelque chose qu'il faut dire quand on fait des projets comme ça. C'est sûr que c'est des projets qui sont à la base, qui sont onéreux, mais il y a aussi c'est quoi les bons coups, puis c'est quoi les trucs qu'on trouve qui, on se dit, épolaire, la prochaine fois, on ne le fera pas comme ça. Donc, les incontournables. Donc, je m'excuse, Patrick, là, c'est notre partenariat avec Hydrogenix. Je sais que vous ne faites pas d'électrolyseur, mais donc, c'était Hydrogenix qui a été acheté avec Cummins qui a fait notre électrolyseur. On avait avec eux dans le projet un contrat d'entretien pièces et main-d'œuvre. Donc, à chaque année et à chaque fois qu'il y avait un souci, on avait du service de leur part. C'était vraiment un incontournable, comme je vous l'ai dit. Nous, à l'intérieur de Arnois, c'est pas notre core business de faire de l'hydrogène. On distribue l'énergie et ça prenait quelqu'un qui avait les compétences. On a aussi un contrat d'inspection visuelle avec SM Construction, qui est un partenaire d'affaires depuis des années avec nous. Pour toutes les tâches non spécialisées. Donc, il était sur le site à toutes les 2 semaines pour s'assurer, comme par exemple, changer une bouteille d'azote, un technicien de chez SM Construction peut faire ça. Donc, ça nous permettait d'avoir un suivi de la station. Il y avait aussi un agent sur site. Toutes nos stations-service ont des agents qui sont rattachés. Ils n'ont pas un agent par station, plusieurs stations avec un agent qui était là pour la gestion quotidienne. Et ce que vous voyez en bas ici, c'est notre station de backup. On le réalise pas beaucoup. Nous, on le sait parce qu'on en a beaucoup de stations-service, mais même les stations-service à l'essence ou au diesel, c'est pas rare que vous arrivez à la station et la pompe 1 ne fonctionne pas. Quand la pompe 1 ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à la pompe 2 et celle-là va fonctionner. Pour la station à l'hydrogène, on avait une seule station. Donc, quand elle ne fonctionnait pas, il fallait avoir quelque chose de secours pour les voitures qu'on voulait ravitailler. Et c'est la station temporaire, mobile, mais qui est permanente derrière la station, qui a permis de faire ce travail-là. Ça a été quoi les défis? C'est sûr que, tu sais, on est toutes un petit peu princesses dans notre cœur, puis on se dit on voudrait tout avoir. C'est sûr que si on avait eu un technicien sur le site ou pas trop loin du site pour régler les problèmes courants, ça nous aurait aidé grandement. Je ne vous apprendrai pas qu'il y a un roulement de personnel énorme dans les stations-service. Donc, des fois, la formation des employés pour la station pour répondre aux besoins du client n'était peut-être pas totalement optimale. Il y a eu aussi un gros enjeu de communication. Souvent, c'est les clients qui nous informaient que la station ne fonctionnait pas. Et ça a un lien avec le dernier point. Nous monitorons nos stations-service à travers la province avec nos systèmes. Pour celle-là, c'était donné à l'externe, donc on n'avait pas la visée de la station-service. Et pour les prochaines, c'est sûr que ça va nous prendre un monitorage interne chez Arnois Énergie. Je ne suis pas en train d'annoncer qu'on va avoir d'autres stations-service. Ce n'est pas ça l'objectif, pas pour l'instant. Parlons encore chiffres. Notre capacité de production, là, on parlait des projets de 5 MW, 500 MW, des gros projets. Nous, on produit 200 kg par jour d'hydrogène à la station. Ça, c'est notre capacité. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 1,2 MW d'électrolyseur. Il y avait 46 Mirailles. À l'heure actuelle, là, il y en avait 50 à la base, il y en a 46 qui sont restés. Il y a 46 Mirailles qui pouvaient remplir 5 kg chacune. Donc, si toutes les Mirailles arrivent en même temps à la station, on va être short d'hydrogène, comme on dit. Les Mirailles, là, je pense que tout le monde est au courant, il y a une station d'hydrogène, elle est à Québec. La Miraille, quand elle est remplie, elle peut faire 500 km. Donc, il n'y a pas de Mirailles qui sont arrivés et qui ont rempli leurs 5 kg. Là. Les utilisateurs étaient assez conservateurs, et c'est correct, là, fait qu'on a une moyenne entre 3 et 4 kg par jour par plein qui est fait. Donc, notre moyenne par semaine, c'est à peu près 50 kg. Donc, on peut produire 200 kg par jour, 50 kg qu'on a par semaine. Notre meilleure semaine, on a vendu 100 kg d'hydrogène. Présentement, au jour d'aujourd'hui, le prix à la pompe est de 18 $ le kilogramme. Quand on l'a
parti la station en 2019 puis qu'on disait que ça équivalait à 1,80 le litre, les gens trouvaient ça vraiment onéreux. Là, si vous voyez la photo, ça n'a pas été pris la semaine dernière, cette photo-là. Là, on est à 1,23 le litre pour l'ordinaire. Ce n'est pas les prix d'aujourd'hui, je peux vous le garantir. Maintenant, c'est un peu moins un clash avec les variations qu'on a eues dans le prix du pétrole. C'est quoi notre suite? Le contrat avec le gouvernement termine en octobre 2023. Je ne vous annonce pas la fin de la station, ce n'est pas ça l'objectif. Mais on pense à l'avenir, puis on pense surtout aux 200 kg par jour. Nous, on distribue de l'énergie en énergie. Donc, on pense aux 200 kg qu'on peut produire par jour, puis qu'on n'utilise pas à leur plein potentiel. Donc, on est en train de convertir la station. En fait, ça commence la semaine prochaine. On va se mettre un système pour pouvoir, comme vous voyez mon écran, je vais l'utiliser. Ça, c'est l'arrière de la station. Donc, on va rentrer avec un camion avec des réservoirs d'hydrogène qu'on va pouvoir remplir directement sur le site pour livrer de l'hydrogène à nos clients. Et c'est là que je vous présente notre client que vous connaissez déjà. Donc, l'innovation là-dedans, c'est de produire et de vendre de l'hydrogène pour le train d'Alstom qui arrive cet été au Québec. On le dit, je ne le répéterai pas, l'hydrogène qu'on produit à la station, elle est verte parce qu'elle est produite à partir de l'énergie d'Hydro-Québec, donc l'hydroélectricité. Et nous, ce qu'on veut faire avec cette station-là, c'est sûr à le court terme pour cet été, c'est de pouvoir fournir de l'hydrogène à nos clients, aux voitures, les Mirailles, mais également fournir l'hydrogène à d'autres clients. Donc, si je vous présente le Cordia Lind de Alstom, donc ce train-là, ce projet-là, on est très fiers de ce projet-là. Ce train-là, il est en opération depuis 2018. Il a parcouru plus de 220 000 km. Il y a un record de distance de 1175 km parcourus. C'est le premier train. C'est le premier train. Attendez un peu, je suis un peu perdue dans les mots. C'est bon. Le premier constructeur ferroviaire à avoir mis un train en service, un train de passagers à l'hydrogène. Donc, ce projet-là ne serait pas possible sans les partenaires et c'est ce qu'on voit avec notre projet, c'est que c'est un écosystème qu'on est en train de bâtir. Je pense que, puis, Monsieur Savoie a fait une super belle présentation où est-ce qu'on a beaucoup de projets, beaucoup de possibilités. Monsieur Charette avec Charbonne aussi nous a montré, même Monsieur de l'UQTR, Simon. Nous, ce qu'on pense, c'est que ça va prendre la collaboration pour faire ce genre de projet-là. J'entends qu'il y a des, tu sais, j'entends M. Charbonne qui dit, je vais avoir des stations. Tant mieux. Nous, on est contents chez Arnois, du même acabit que quand on veut remplir nos camions de diesel, ça nous prend des diesel express un peu partout. On croit fermement chez Arnois que plus il va y avoir des projets comme les nôtres, mieux on va se porter pour faire la transition énergétique. Donc, ce projet-là ne serait pas possible sans le soutien du gouvernement du Québec qui apporte un soutien financier et politique. Alstom nous fournit le train. Juste pour votre information, le train est sur le bateau, donc il n'a pas manqué le bateau. Il s'en vient vers Halifax dans les prochaines semaines. Le train de Charlevoix, qui est l'opérateur, qui va être l'opérateur du train, on est sur une voie ferrée privée. Donc, c'est ça la beauté de la chose aussi. C'est pour ça qu'on peut l'apporter au Québec aussi rapidement, le train. Nous, on fournit l'hydrogène vert et Hashtec, qui est une compagnie qui est basée à Vancouver, fournit l'équipement de ravitaillement en hydrogène que je vais vous montrer à l'instant. De notre côté, donc, ce qu'on veut faire, c'est distribuer de l'énergie à nos clients. De notre côté, on va distribuer l'hydrogène avec des PC45. Qu'est-ce que ça veut dire, PC45? C'est Power Cube 45 pour 450 bars. Donc, on va prendre l'hydrogène de notre station de Québec et on va le mettre dans ces réservoirs-là à 450 bars. Il faut comprendre que le train fonctionne à 350 bars. Donc, on va être capable d'approvisionner le train. C'est sûr que nous, notre force chez Arnois, c'est vraiment de distribuer une variété de produits ça passe de l'huile à moteur jusqu'à l'hydrogène, donc du pas très vert au très vert. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, ce qu'on veut faire, c'est continuer à fournir à la station-service. Et c'est un test. Simon l'a bien dit au début de la présentation. Il y a des mesures qui vont être prises à notre station. Il y a des mesures qui vont être prises avec le train. C'est vraiment un beau projet pour l'avancement de tout ça. Donc, et là, la présentation va être partagée. Je veux juste vous dire que vous avez le lien pour réserver votre place sur le train dans la présentation. Il fonctionne sur le PDF, donc n'hésitez pas à aller réserver votre place. Donc, c'est une première en Amérique du Nord.
une démonstration d'un train propulsé à l'hydrogène. Ça se passe cet été, du 17 juin au 30 septembre. Ça ne durera pas éternellement. C'est très, très, très court comme temps. On va être sur le réseau de Charlevoix entre les chutes Montmorency et Baie-Saint-Paul. Donc, je vous invite à aller voir le site pour réserver votre place. Et on peut vraiment réserver une place sur le train à l'hydrogène. Ce n'est pas le train de Charlevoix parce qu'il y en a 2 autres qui sont en opération, sont au diesel. Puis, ce qu'on veut faire avec ce projet-là, c'est vraiment développer l'écosystème local, démontrer qu'on peut décarboner le transport lourd. C'est ça l'objectif. Et finalement, on parlait de la Gaspésie, où est-ce qu'on est en Gaspésie, tout ça. Arnois est présent en Gaspésie. Pour nous, la Station Québec, ça a été un apprentissage. C'est pas la fin d'un projet. On en fait d'autres, des projets avec l'hydrogène, puis on veut en faire d'autres. Et c'est pour ça que je suis avec Arnois Énergie. Comme je vous ai dit au courant de ma présentation, on a un réseau de distribution établi dans les différentes régions du Québec et dans les maritimes. Donc, on a plus de 450 stations-service. Ça fait la force de notre réseau. L'hydrogène, on le sait, c'est compliqué à distribuer de l'hydrogène, puis je pense que le meilleur, ça serait de produire et de vendre l'hydrogène sur site, mais on est prêt à distribuer à nos différents clients et on croit fermement que l'hydrogène, c'est une opportunité pour décarboner le transport lourd. Je vous remercie beaucoup. Merci, Catherine. C'est le fun de voir des projets concrets qui se développent, qui se mettent en place. Alors, on passe à notre dernier conférencier, Monsieur Julien Brunet d'Hydrolux. Alors, Julien est le directeur technologique et cofondateur d'Hydrolux. Il a cofondé lors de son parcours en génie mécanique à l'Université McGill. Il a par la suite complété une spécialisation en génie de l'aérospatial. Hydrolux développe un réseau d'infrastructures de ravitaillement en hydrogène afin d'offrir une alternative sans carbone au secteur de la logistique et de la mobilité. Alors, Julien, c'est à toi. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. Désolé, je cherchais les boutons. Merci beaucoup pour l'introduction, Guy. Ça fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour présenter ce qu'est Hydrolux puis qu'est-ce qu'on fait essentiellement. Hydrolux, essentiellement, est une compagnie de développement de projets d'infrastructure en hydrogène. Puis on se focalise surtout sur le secteur du transport lourd, quoique comme on l'a entendu là, par rapport aux autres panélistes, il y a beaucoup d'opportunités par rapport à des usages secondaires ou complémentaires pour l'hydrogène qui peut être produit. Donc, très rapidement, on le sait, il faut décarboner nos transports. On le voit dans les véhicules lourds, on le voit aussi dans les autres transports, que ce soit les trains, les bateaux ou autres. Le transport lourd est un des seuls secteurs au Québec qui ont augmenté leurs émissions de gaz à effet de serre depuis la barre de 1990. Puis en fait, on les a presque doublés. Donc, vraiment, il nous faut une solution pour pallier à ce manquement-là. Et donc, Hydrolux propose de décarboner les transports lourds grâce aux camions électriques à pile à combustible. Très rapidement, on se les fait présenter par à peu près tout le monde aujourd'hui. Comment ça fonctionne, pile à combustible? On prend l'hydrogène dans le réservoir, on le passe à travers la pile à combustible, ça va dans un système d'électronique de puissance, puis ça fait tourner un moteur électrique. Ce qu'on peut voir spécifiquement dans le cadre du transport lourd, et là, on peut faire beaucoup de parallèles par rapport à d'autres secteurs aussi, que ça soit dans le monde de la logistique avec les chariots élévateurs, les grues, même les véhicules nautiques, donc les bateaux. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une autonomie beaucoup plus élevée grâce à l'hydrogène par rapport aux véhicules à batterie électrique. Puis similairement, on peut voir des temps de recharge qui sont beaucoup, beaucoup plus rapides. Donc, justement, dans les domaines où est-ce qu'on va avoir des taux d'utilisation très élevés, on se rapproche des opérations 24/7. On voit vraiment un très grand avantage là, à aller avec l'hydrogène. Finalement, dans le contexte du transport lourd, un des grands enjeux, c'est le poids de chargement puis qu'est-ce qu'on peut transporter, vu que c'est ça la business un peu là, du transport lourd. On voit vraiment un avantage, encore une fois, par rapport aux autres solutions zéro émission quant à l'impact à la charge utile du véhicule. Essentiellement, là, ce que ça veut dire, quand on fait une analyse de cycle de vie par rapport aux émissions de CO2 associées à un véhicule en particulier, là, ici, c'est une étude qui a été faite sur le transport lourd à classe 8. Ce qu'on voit, en fait, c'est que le véhicule à pile à combustible, quand on prend de l'hydrogène qui est vert ou sans carbone,
c'est effectivement la solution qui est la plus sobre en carbone. Donc, on ne vient même pas parler de... On voit quand même une grosse réduction par rapport aux véhicules à batterie, mais ce qu'on voit, c'est que le véhicule appel à combustible, à cause des éléments que j'ai mentionnés plus haut, là, sa plus grande autonomie, son temps de recharge plus rapide, donc qui permet de faire plus de kilométrage dans un même cycle de vie, et l'impact sur la cargaison va venir faire en sorte que c'est la meilleure solution pour l'environnement. Donc, en récapitulatif, ce qu'on voit, c'est que les batteries sont une très bonne solution là où ça n'a pas d'impact sur les opérations, du moins dans la mobilité. Par contre, comme Simon de l'UQTR l'a mentionné, dans les opérations où est-ce qu'on est dans la logistique, on peut penser au transport lourd routier, par exemple, mais aussi les chariots élévateurs, les grues, puis des opérations qui roulent 24/7. On a besoin d'une efficacité opérationnelle, puis les véhicules à hydrogène peuvent donner cette option-là aux opérateurs. Donc, Hydrolux, qu'est-ce qu'on fait? On offre de l'hydrogène décarboné à nos clients, nos utilisateurs finaux. On offre un approvisionnement en hydrogène abordable. Puis notre objectif au long terme, c'est d'offrir un effet de réseau et de redondance, donc pour éviter vraiment là, les ruptures de stock pour les opérateurs, surtout ce qui est important à mentionner dans les opérations critiques. Donc, la logistique, on ne peut pas se permettre d'avoir des manquements d'hydrogène. Si moi, monsieur, madame, tout le monde, j'avais un véhicule et que j'avais plus d'hydrogène, ben, c'est plate, je vais prendre l'autobus pour aller au travail. Mais pour une compagnie de transport, c'est carrément inacceptable qu'on manque d'hydrogène. Donc, ça va vraiment, ça fait partie de nos valeurs. Là. Très rapidement, comment est-ce qu'on produit l'hydrogène? On prend de l'électricité. Ici au Québec, on est très choyé qu'elle soit verte. On prend l'eau, on sépare la molécule et on en reçoit de l'hydrogène et de la chaleur. Hydrolux a aussi comme mission de récupérer cette chaleur-là. Donc, on vient réduire les émissions de GES par rapport au chauffage au gaz naturel d'autres partenaires. Très rapidement, puis on l'a vu avec la présentation d'Arnois, on vient chercher de l'électricité et de l'eau dans les services publics. Les traducteurs séparent la molécule d'eau, on comprime. Ensuite, on va refroidir pour permettre un ravitaillement beaucoup plus rapide, dans le fond, dans le véhicule. Ça fait en sorte que l'utilisateur final, ben, lui, n'y voit que du feu, a une solution zéro carbone qui est très, très, très similaire à une opération diesel. Donc, on parlait de projets concrets plutôt avec Simon. Hydrolux a lancé l'année passée, puis on est très avancé dans nos développements, le projet 117, qui avait pour objectif d'offrir une première route de camionnage carboneutre pour le transport entre l'Abitibi et le Grand Montréal. Donc, le projet 117 implique 2 stations-service autoproductrices, un peu comme on l'a vu par rapport à Arnois, à plus grande échelle parce qu'on s'attaque maintenant à des camions de classe 8 qui consomment entre 5 et 10 fois plus de carburant par 100 km. Donc, on a besoin de construire des stations en conséquent. Puis, ce qu'on voit là-dedans, c'est essentiellement les trajets d'aller-retour qui seraient possibles là, dans le cas d'une opération régionale. L'impact que ça a est énorme par rapport aux économies de GS. On parle de 20 000 tonnes de CO2 évitées en substituant le diesel à la première phase du projet. Puis ensuite, on prévoit de doubler ça à 40 000 tonnes par année. Là, vous vous demandez peut-être, OK, Julien, tu nous parles du projet 117, c'est beau, mais c'est quoi le rapport avec la Gaspésie? On est ici pour parler de comment l'hydrogène peut jouer un rôle à décarboner l'économie de la Gaspésie. Mais je faisais juste utiliser le projet 117 pour faire un peu un relief là, à qu'est-ce qu'on peut imaginer et qu'est-ce qui pourrait être disponible en Gaspésie. Essentiellement, nous, c'est sûr, on opère dans le monde du transport lourd, mais on est très proche du monde de la logistique aussi. Très souvent, quelque chose qui va embarquer sur un camion vient d'un bateau. Simon, encore une fois, là, c'est très clair, là, ça vient des centres portuaires, puis ensuite, on a des activités connexes qui sont rattachées. Donc, nous, on regarde de près comment on peut s'intégrer en Gaspésie pour offrir un réseau de transport, décarboner les opérations portuaires, mais ensuite s'intégrer au réseau provincial de transport routier, parce que c'est quelque chose qui est très important si on veut atteindre nos cibles de réduction de GS. Donc, je voulais faire ça rapide parce que je sais que tout le monde a leur temps et que
On va prendre des questions après, mais je m'étais mis comme objectif de terminer à 11h55. Donc, en conclusion, Hydrolux vraiment est une entreprise québécoise. On développe des projets de production d'hydrogène là où la demande est située. Puis on fait ça au Québec, pour les Québécois et les entreprises québécoises. Dans les stratégies d'hydrogène, on entend tout le temps, on ne veut pas exporter notre hydrogène, puis Hydrolux est totalement aligné avec cette vision-là des choses. Merci beaucoup. Merci, Julien, pour la présentation. J'espère que vous avez apprécié l'événement, puis que ça vous a donné des informations pertinentes sur un sujet qui est très, très d'actualité. Pour ma part, moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, puis ça donne des idées aussi à explorer. Je pense que nos secteurs économiques pourraient bénéficier du développement de l'hydrogène pour positionner la Gaspésie dans les innovations technologiques puis la lutte au changement climatique. Il faut s'asseoir, il faut réfléchir, il faut imaginer les projets. Ça, c'est des choses qu'on peut faire ensemble. Puis, il y a de l'expertise technique maintenant qu'on connaît qui peuvent nous aider aussi à cheminer à l'intérieur de ça. Je tiens à remercier chaleureusement là, nos conférenciers pour leur présence, la qualité de leur intervention, puis surtout pour nous avoir communiqué un grand intérêt qu'ils ont, un enthousiasme envers cette nouvelle forme d'énergie-là. Merci également à Anaïs pour ton support pour l'atelier et l'intérêt pour les activités du pôle. Donc, en terminant, je tiens à mentionner que le pôle est présent, se veut un acteur de changement, un accompagnateur pour vos projets. En lien avec les technologies propres, l'hydrogène en fait partie. Si vous avez des idées de projets, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de regarder ça avec vous autres. Sur ça, merci beaucoup encore d'être là. On a monté à peu près jusqu'à 108, 109 participants. J'avais compté un mensonge. Je pensais qu'on serait une bonne cinquantaine, là, mais je suis content de mon mensonge. Fait que 108, 109 participants, c'était super intéressant. Fait que merci beaucoup encore une fois à tout le monde. Puis on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci aux conférenciers encore, très très apprécié. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée.